Bonjour à tous, bienvenue sur The Innovation and Strategy Blog. Aujourd'hui, on reçoit Karim Amor pour discuter de ses lectures d'innovation et en particulier de ses lectures de mes propres livres à moi. Vous voyez, c'est formidable. Bonjour Karim. Bonjour Guillaume, bonjour. Oui, c'est vrai, ça fait du bien de s'auto-congratuler de bon matin, ça fait passer une bonne journée, mais Voilà. on va voir que ça a été quand même bien posé. Voilà, et donc Karim, c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit sur le blog. On vous avait reçu pour que vous puissiez parler du premier livre sur la Silicon Valley, les entrepreneurs. Voilà. Et là, l'objet, c'est de parler du second livre. Mais peut-être avant de parler de ça, vous vous étiez déjà présenté la dernière fois, mais est-ce que vous pouvez vous présenter de nouveau, étant donné l'actualité brûlante qui est la vôtre actuellement? Oui, écoutez, moi je suis un Marocain entrepreneur qui a étudié en France et aux États-Unis, et quand je suis rentré au Maroc, je me suis dit qu'il y avait un tas de choses à faire et que tout était à construire. Ma sensibilité première, elle est dans la tech d'innovation depuis à peu près 25 ans. Et c'est là que donc j'ai lancé mes premières activités dans la gestion de la traçabilité de l'information en environnement grand compte, qui sont les banques, compagnies d'assurance, compagnies télécom. Et puis ensuite, donc j'ai fondé un groupe autour de cette architecture de métier. Et ensuite, ce groupe a évolué à un moment donné où il y avait une opportunité d'investir nos résultats dans une activité connexe. Nous nous sommes lancés dans la construction de logements sociaux au moment où le Maroc faisait un appel à, cette, à des promoteurs pour cela. Et nous avons, dans le cadre de cette venture, nous avons développé nos techniques et nos technologies orientées autour des innovations également, que ce soit des innovations dans la manière de gérer les projets, que ce soit les innovations dans les méthodes. Et ça a plutôt bien réussi. Donc aujourd'hui, on a deux bras. Un bras qui est un bras technologique et un bras qui est un bras plus social. Ça nous donne bonne conscience, mais aussi ça nous permet d'exercer notre métier de la techno dans les deux domaines. Et nous en sommes assez satisfaits. Très bien, bravo. Et donc, c'est assez rare de rencontrer quelqu'un qui connaît à la fois l'immobilier et la tech. Et parfois, on dit, alors je ne vais pas commencer ce débat, mais on dit que le BTP est l'un des derniers secteurs à n'avoir pas encore connu la transformation numérique. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Karim, j'ai compris que vous venez d'être nommé récemment, ou en tout cas proposé pour un poste. On vous a récemment proposé pour un poste. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Oui, en fait, j'ai l'honneur de faire partie du conseil d'administration du patronat marocain, la CGEM, qui est un organe où il y a à peu près 90 000 entreprises qui sont regroupées en 33 fédérations et 13 régions. J'ai déjà l'honneur d'avoir été nommé le président de la 13e région, qui est la région des Marocains entrepreneurs et haut potentiel à travers le monde, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les laboratoires de recherche à travers le monde entier, dans les universités, ceux qui sont véritablement à des postes de management dans les entreprises, et aussi donc les entrepreneurs marocains à travers le monde. Il y en a beaucoup. Et c'est déjà un honneur. Et hier, je me suis vu proposer d'une manière très spontanée par le président le poste de membre du conseil d'administration, donc à la représentant le patronat marocain au Conseil national pour la recherche scientifique. Et je me suis donc dit, quelque part, ça doit refléter l'image que peut avoir le patronat de quelqu'un comme moi qui a à la fois une connotation de business, mais aussi une connotation d'innovation, parce que probablement que j'essaie d'apporter à mon petit niveau des approches innovantes sur un certain nombre de sujets autour du président et de l'équipe de la CGM. Voilà. Bravo, toutes mes félicitations. Et je vous souhaite le meilleur pour les années qui viennent. Et, et donc d'insuffler davantage d'innovation dans la recherche scientifique au niveau du patronat. C'est à peu près ça En l'objectif. fait, c'est donner la voix du patronat, Ouais. c'est faire rayonner la voix du patronat au sein d'un organe national qui est le seul organe officiel qui gère la stratégie de recherche scientifique et technique
Et je regrette d'ailleurs, et je leur ferai mentionner la prochaine réunion du Conseil, que le mot innovation ne fasse pas partie de la tagline ou du titre de cet organisme, qui est un organisme qui existe depuis un certain nombre d'années, mais il n'est jamais trop tard pour innover, justement. Voilà. Très bien. Alors, on s'était dit également qu'on parlerait de vos lectures et en particulier de ce livre-ci que vous avez lu. Mais peut-être avant de parler de ça, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à un livre comme celui-là, donc un livre qui traite d'innovation? Alors, ce qui m'avait intéressé, d'abord, c'était que j'avais lu votre premier livre sur le modèle des startups de la Silicon Valley comparé au modèle français. Et quand j'ai appris que vous aviez fait un deuxième livre, je me suis dit, comme le premier était un livre très didactique et en même temps très facile à assimiler, le deuxième livre, qui n'a pas le même paradigme tout à fait, je vais voir par curiosité comment Guillaume de Benveniste l'a amené, comment il a amené le sujet, parce que c'est un livre, en lisant le titre et en regardant les premières pages, on a tout de suite, on comprend tout de suite que c'est le programme d'une vision. Et c'est le programme d'une vision et donc le programme d'un gouvernement. On est dans une strate au-dessus, on est dans de la vision, on est dans de l'exécution d'une vision. Et donc je me suis dit, le premier livre était un livre qui s'adressait aux start-upers, aux innovateurs, aux entrepreneurs du futur dans la tech. Ce deuxième livre s'adresse peut-être aussi, donc c'était ma curiosité, aussi peut-être aux politiques, aux gens qui prennent des décisions, qui développent des visions ou qui suggèrent des visions aux décideurs politiques. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du livre? Alors en fait, Moi, je vous pose la question de manière un peu brutale, mais ouais, ou est-ce alors, que vous pouvez nous faire part de votre analyse du livre? Oui, faire une analyse de livre, d'abord, il faudrait que vos lecteurs le lisent parce que c'est important. Mais il m'a interpellé sur la manière dont vous avez amené le sujet. D'abord, vous vous adressez au président de la République, donc c'est cash, comme dirait l'autre, 1200 milliards sur la table, c'est cash, et s'adresser au président de la République avec une lettre ouverte en début de bouquin, c'est cash. C'est osé, c'est culotté. Et j'ai trouvé votre démarche très responsable. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que vous assumiez, par cette démarche de vous adresser au président de la République, vous assumiez votre posture et vous assumiez vos idées. C'est très important parce que comme vous vous adressez à une personne qui développe pour le compte d'un pays une vision, vous ne pouvez pas vous louper. Ou si vous vous loupez, ça va se voir tout de suite. Et donc, je me suis dit, ça veut dire que Guillaume de Benveniste assume ses propos et il les a étayés. Et puis, au fur et à mesure de livre, évidemment, je me suis aperçu que vous étiez extrêmement bien documenté, puisque vous aviez concaténé dans votre démarche intellectuelle des études de Goldman Sachs, des études de Deloitte & Touch, des études que vous avez glanées chez des gens extrêmement pointus dans ce domaine de la manière dont on pourrait approcher la tech et l'innovation. Vous avez même fait référence au test de Turing, qui est un test mythique que tout le monde dans la tech connaît à peu près. Et vous en avez fait quelque chose d'autre, dont on va probablement parler. Et c'est cette approche-là, très documentée, très pro, très académique dans la recherche, mais très terrain dans la manière de l'exprimer, qui m'a plu. D'accord. Alors, déjà, merci beaucoup pour ce retour. C'est très intéressant et très touchant quand on est auteur. Euh, c'est vrai que parfois, alors je me permets de vous faire part du retour d'auteur, mais parfois, quand on utilise trop de documents, on a peur de submerger le lecteur de toutes sortes de faits dont il n'a pas besoin. C'est
c'est pas forcément évident de trouver je dirais, la cohérence dans les différentes documentations. Alors, peut-être alors, excusez-moi, je vous repose une autre question un peu brutale. C'est pas la première fois qu'on se parle, on s'est parlé déjà plusieurs fois. Vous êtes présenté au début, vous avez parlé de votre passé d'innovateur, aussi le futur, parce qu'on est tous en devenir. Clairement, quand on lit, c'est souvent pour acquérir de nouvelles idées qui vont modifier notre pratique ou notre vision ou nos convictions dans notre métier d'innovateur. Alors, je voulais savoir si parmi les idées que vous avez pu voir et lire dans le livre, il y en avait quelques-unes que vous avez retirées et que vous pratiquez désormais quotidiennement aujourd'hui, ou alors dont vous parlez lorsque vous rencontrez des entrepreneurs, parce que vous rencontrez également beaucoup d'entrepreneurs. Il y a les patrons d'entreprises établies, mais dans votre activité, il y avait une activité de start-upper, enfin, on dirait ça comme ça. Donc, est-ce qu'il y a des idées que vous avez comme ça utilisées dans votre quotidien? D'abord, il y a quelque chose qui m'a interpellé sur l'approche de l'innovation. Et vous l'avez très bien exprimé. En fait, vous faites la différence euh, euh, entre ce que on a l'impression, surtout dans la culture qui est la nôtre, qui est une culture relativement francophone, etc., mais aussi partout dans le monde, hein, la plupart des entrepreneurs qui sont déjà dans leur entreprise ont l'impression que prendre leur système de management et l'améliorer, c'est ça l'innovation. Et en fait, vous évoquez que ça, c'est de l'excellence opérationnelle. C'est perfectionner un système qui existe déjà. Et vous mettez l'innovation dans un autre registre. Vous dites, l'innovation, ce n'est pas de l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle a certes sa place, mais l'innovation, c'est autre chose. Alors, c'est quoi cette autre chose? Et je réponds un peu plus précisément à votre question. C'est d'abord, dans quel monde je veux évoluer? Quel est le monde que je veux aborder? Ensuite, quels sont les problèmes que je vais rencontrer dans ce monde? Et à qui je m'adresse? Et vous faites référence à cette population de la classe moyenne mondiale, en donnant d'ailleurs un chiffre, si je me souviens bien, de 1300 milliards de dollars, qui est le potentiel à 2025 à aller chercher dans ce monde-là. Et derrière, vous donnez un certain nombre de métiers technologiques, référence évidemment à vos recherches, qui sont des métiers auxquels un entrepreneur doit s'intéresser quand il est dans la tech, avec des chiffres, qui sont à peu près 7 métiers dans la tech. Et vous donnez aussi, dans le processus d'innovation, 7 étapes que tout innovateur se doit de respecter ou de regarder ou d'observer pour pouvoir atteindre ce degré d'innovation nécessaire. Et donc, c'est cette espèce de matrice, vous fonctionnez beaucoup par matrice dans vos bouquins, j'ai remarqué, et ça aide beaucoup parce que quand on lit un bouquin, en tout cas moi, quand je lis un livre, je le lis en élève. C'est-à-dire que j'enlève tout ce que je sais et je le lis sans a priori, surtout en me disant que je ne sais pas ce que je vais apprendre. Et chaque fois que j'avance dans le livre, et c'est le cas du vôtre, je me dis comment je pourrais rapprocher ce que je lis dans ce que je fais ou dans ce que je perçois du monde qui est autour de moi. Voilà, donc c'est un exercice de style, de curiosité qui est le mien, mais qui peut être celui d'un tas de gens. Très bien. Donc, en fait, c'est ce que vous gardez du livre, c'est la différence entre excellence opérationnelle et innovation. C'est le fait que, en fait, spontanément, on est dans l'excellence opérationnelle, mais innovation, c'est autre chose. Et c'est l'idée que l'innovation, c'est d'abord se projeter dans une sorte de futur, ensuite se dire c'est quoi les problèmes dans ce futur, et après, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution pour répondre aux problèmes. Absolument. C'est ça. Absolument. Très bien, merci, merci beaucoup. Alors, vous êtes également, on n'en a pas parlé au début de la présentation, mais je sais puisqu'on s'en est parlé autrefois, un lecteur régulier de livres d'économie. Bon,
vous m'avez cité différents livres, notamment sur le risque, le signe noir, qui est fait par un ancien financier devenu professeur de finance et de management du risque. Exactement. Voilà. Alors, par rapport à ce type de livre-là ou d'autres livres d'économie que vous pouvez lire, comment est-ce que vous verriez le livre 1200 milliards sur la table? Comment est-ce que vous le compareriez? En quoi il est comme les autres? En quoi il est différent? D'abord, le chiffre que vous évoquez dans votre bouquin est un chiffre qui interpelle. Et on se rend compte à quel point le monde de l'innovation et du développement dans la technologie est un monde de grand potentiel. Et puis, ce qui m'a interpellé pour mon pays, je vous le dis en toute honnêteté, c'est que j'ai perçu que ce livre, en fait, il était à la portée de n'importe quel pays. Ce programme, vous le donnez à n'importe quel président, à n'importe quel chef de gouvernement, il va s'en inspirer. Pourquoi? Parce qu'il part de l'humain. En la matière première que nous avons tous dans tous les pays, qu'ils soient extrêmement développés ou en voie de développement ou sous-développés ou en passe de le devenir, l'humain est la matière première principale. Et cette matière principale, elle doit, à mon sens, et par l'inspiration du livre que vous proposez, elle doit pouvoir réaliser des projets d'innovation, parce que l'innovation, c'est avant tout, et on le perçoit très bien dans votre livre, c'est avant tout un état d'esprit. Et vous ne pouvez pas voler un état d'esprit. Vous ne pouvez pas dire en France, il y a un état d'esprit qui est X, au Maroc, il y a un état d'esprit Y. Un état d'esprit, c'est comment chaque individu est câblé. Et je vais aller plus loin, et vous l'évoquez dans la fin de votre livre, comment est-ce qu'on peut contribuer à enrichir l'être humain par un état d'esprit qui lui permet d'innover pour son environnement, pour son pays. Et c'est l'idée précisément que vous évoquez à la fin du livre, qui est l'idée de l'École nationale d'innovation. C'est comment je peux insuffler, avec une politique qui est une politique stratégique, on va dire, d'innovation à l'échelle nationale, comment je peux insuffler cet esprit d'innovation aux populations qui veulent s'intéresser à ce sujet. Ah, très intéressant. Très intéressant parce que, et d'actualité, cette remarque, parce que, comme vous savez, il y a une très grande concurrence avec la Chine, qui, alors certains disent qu'ils ont copié les technologies d'Occident, mais là, le fait de dire que l'état d'esprit, on ne veut pas le voler, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas apprendre et qu'on ne peut pas copier. Donc, c'est très intéressant. Il faudra qu'on se reparle de ce sujet d'état d'esprit, cher Karim, parce que ça m'intéresse. Alors, donc, merci. Est-ce que vous avez, donc, dernière question, est-ce que vous avez recommandé le livre à quelqu'un de votre entourage? Et si oui, pour quelle raison? Alors, pour vous dire vrai, le livre, je l'ai terminé hier soir. D'accord. C'est tout frais dans mon esprit. Et donc, je m'étais promis de le terminer ce week-end. Je l'ai terminé lundi, donc hier dans la nuit, parce que je savais que je vous rencontrais aujourd'hui, et puis parce que d'abord, j'avais envie de le terminer. Et si je devais le recommander, alors c'est très marrant parce que quand on débute le livre, on a l'impression qu'il s'adresse, comme je vous ai dit, aux gouvernants, aux gens qui développent des visions pour des pays, etc. C'est vrai. Donc, vous commencez le bouquin par une lettre au président de la République et puis vous le terminez par une suggestion au président de la République. Donc, on a l'impression que quand on lit les premières 10 pages et les dernières 10 pages, qu'on fait en général dans un bouquin, quand on a envie de gagner du temps, on se dit que c'est un bouquin qui s'adresse qu'aux politiques. Et c'est totalement erroné parce qu'à l'intérieur, vous accompagnez le lecteur dans une dynamique qui dit, vous vous dites, il y a 1200 milliards à prendre, ils sont cash sur la table. Toi, innovateur, entrepreneur, visionnaire de ton entreprise ou d'une entreprise que tu souhaiterais créer, va les chercher, voilà comment tu peux faire. Et en fait, c'est un bouquin qui s'adresse aux deux strates de gouvernance de l'innovation dans un pays, le strate décisionnel qui développe une vision et le strate de l'excellence
d'innovation et de l'excellence opérationnelle que sont les entrepreneurs, parce que de toute façon, une innovation, quand elle reste au CNRS ou au Centre national de recherche d'un pays quelconque comme le Maroc, elle ne sert à rien. Pour exister, elle doit être opérationnalisée par un esprit d'innovateur et par de l'excellence opérationnelle en parallèle. Et je voudrais revenir à une chose qu'on n'a pas évoquée dans votre bouquin, qui est pour moi clé et qui a fait que je vous ai contacté en réalité le premier jour. Parce que souvenez-vous, Guillaume, je vous ai contacté pour le test de Benveniste. Ce test de Benveniste que vous avez inventé et qui est révélé dans votre bouquin, pour moi, c'est une manière d'aborder l'innovation en ayant le plus de chances de réussir. Parce que vous mettez l'innovateur dans une position où lui et son équipe, je précise, doivent assurer la connaissance parfaite de leur environnement, qu'il soit de l'environnement dans lequel ils mettent leur innovation, qu'il soit de leurs clients, qu'il soit des pays dans lesquels ils ont envie de s'exporter, qu'il soit dans les paradigmes d'évolution des innovations, et je fais référence aux 4 mondes dont vous parlez dans votre bouquin, qui sont des mondes susceptibles d'accélérer les innovations. Je ne vais pas les évoquer parce qu'il faut le lire, ce bouquin. Et vous évoquez également le monde de la finance qui accompagne le projet. Et ce qui est très important, très intéressant, c'est que vous avez fait l'amalgame. En fait, vous avez fait une projection du test de Turing que toute personne dans la tech va tout de suite comprendre, qui consiste à mettre en exécution une procédure en la simulant, en simulant cette procédure et en vérifiant qu'elle est proche d'un raisonnement humain. Donc, c'est tout le comparatif entre la machine et l'être humain qui est développé dans le test de Turing, que vous reprenez d'une manière très habile dans votre livre. Et donc, pour moi, c'est un livre, où il y a une vraie innovation qui est celle du test de Benveniste. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Karim, pour vos retours, vos observations, vos commentaires et votre énergie et votre dynamisme et vos rayonnements d'innovateurs. En fait, parfois on dit qu'on obtient ce qu'on émet. C'est une idée qui vient du Mississippi aux États-Unis, mais voilà. Donc, par rapport à ce que vous disiez sur qu'on vous a suggéré un poste d'administrateur pour le patronat. En tout cas, un grand merci pour vos idées, votre énergie. Et puis, on aura, j'espère, l'occasion de se reparler, en particulier les sujets liés à l'état d'esprit et peut-être encore autre chose. Merci beaucoup. C'était un plaisir, Guillaume. Merci à vous. Bonne journée. Merci.